La journée de commémoration va commencer et nous commençons par une conférence de Jean-François Didon-Lescaut qui a travaillé dans toute sa carrière au CNRS, Centre National de Recherche Scientifique, et notamment sur les mesures de débit des rivières, les mesures de débit des ruisseaux, ainsi que les mesures des pluies dans les pluviomètres. Donc il a beaucoup d'expérience sur les mesures en général, mais aussi en particulier sur notre région. Et je vais donc maintenant lui laisser la parole. Bonne journée à tous. On parle toujours du changement climatique. Moi j'aurais tendance à dire le dérèglement climatique. Le temps change, c'est surtout un dérèglement. Quand on a 40 degrés en Bretagne, bon, c'est pas bien normal. C'est pas un changement global. Là, je le fais un petit peu par provocation, mais c'est une question qui me pose, enfin une question qui m'interpelle, c'est un point qui m'interpelle, c'est celui où on parle de catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, c'est un argumentaire juridique, mais bien souvent, on est en fait à vivre les conséquences de pratiques. Je vais monter le son. Tout à l'heure, toi, peut-être. C'est ça. Donc, vous avez vu l'intitulé, inondation et changement climatique. Alors, pour être honnête avec vous, j'ai pas fait un diaporama exprès pour la circonstance, mais j'ai fait un méli-mélo de plusieurs interventions que j'avais faites dans le passé qui me semblent intéressantes pour vous. Voilà, donc on va passer sur la première diapo qui était juste, c'est un peu petit, c'est juste pour vous donner une idée de l'année 2022. C'est une année exceptionnelle, on l'a tous subi et on a tous transpiré. Il faut avoir en tête que le mois d'août donc, a une température moyenne de 27 degrés, mais il y a eu pire. Dans le passé récent, les mesures qui sont données là sont des mesures faites à la station INRA de Saint-Christophe-les-Alès, et on avait donc une moyenne de 28,3 degrés en 2003. Pour information, à ce moment-là, j'avais mesuré le record de France de température, qui a été battu il y a 2 ans. Voilà, les précipitations qu'on a depuis le 1er janvier sont de 309 mm, elles sont donc très faibles, et par rapport à la moyenne calculée sur 70 ans, ça représente 61%. Donc on a les 2 tiers des précipitations. Il manque 30% des précipitations. Et ces 30% sont capitales pour à la fois la vie au sens large, hein, les animaux, les plantes et les rivières, les recharges de rivières, etc. À titre d'information, donc la pluie maximale, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, pour cette année, à la date d'aujourd'hui, on est à 57 mm, le record de l'année, le 14 février. Et pour l'instant, au mois de septembre, on peut dire qu'il n'y a pas eu grand-chose. Bien là, merci. Donc, vite fait pour préciser les épisodes sévenols et les mécanismes. Donc, c'est un contraste de masse d'air entre ce qui remonte de Méditerranée, je pense que la plupart le savent, maintenant on médiatise bien ces choses-là, et puis une descente d'air froid. Voilà. Ici, on est dans une situation qui est tout à fait propice à ce phénomène, c'est qu'on est en bordure des Cévennes, donc les masses d'air humides qui remontent de Méditerranée vont buter contre les Cévennes, vont monter, vont condenser et précipiter. Juste aussi pour information, au début bêtement, je pensais que c'était au maximum, au plus haut, c'est-à-dire au Montégoal ou au Mont-Lozère, qu'on avait le maximum de précipitations. Dans les faits, c'est un petit peu plus bas. Alors là, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Alors ici, c'est juste pour vous montrer que le phénomène n'est pas, je veux dire, il est ancien, il est connu depuis fort longtemps. Vous avez à gauche donc une illustration de la répartition des pluies au sud du Massif central entre 1890 et 1917. Ce sont les travaux de M. Pardet, qui était le géographe d'avant-guerre et qui était le grand spécialiste de l'hydrologie. Donc on retrouve en fait la même disposition sur la figure de droite, les précipitations intenses. Là c'est un document qui émane de Météo France. On a donc sur toute cette remontée sévenole au sens large,
on a donc des précipitations très importantes qui s'abattent. Donc ça, ce sont les pluies sénoles. Tu peux passer, Bernard, sur la suivante. Là, ici, c'est juste une capture d'écran de ce qui s'est passé ces derniers jours sur le littoral. On a, en fait, là, on est en fin d'épisode qui a noyé Montpellier, qui a noyé Nîmes, vous avez entendu parler. Chez nous, on n'a eu quasiment rien du tout. Rien. Le petit rond, c'est Alès. Donc on était sur vraiment un épisode méditerranéen stationnaire, c'est-à-dire que les masses nuageuses, les orages sont restés sur Montpellier ou sur Nîmes, ils n'ont pas bougé, et après on basculait plutôt vers la mer. Voilà. Alors, ce tableau qui n'est pas facile à lire d'où vous êtes, c'est simplement une compilation des précipitations maximales année par année depuis 1950 et jusqu'à 2022, à la date d'aujourd'hui. J'ai pointé en jaune, ce que vous voyez en jaune, ce sont les années pour lesquelles il y a eu des dégâts, alors que je connais sur la commune de Saint-Christol-les-Alès. Ça peut être transposable, peut-être qu'il n'y a rien eu à Saint-Christol et qu'il y a eu chez vous, mais ça donne une idée. Et globalement, ce qu'il faut comparer, regardez le tableau du milieu, vous voyez qu'il y a simplement 3 points jaunes, et sur le tableau de droite, vous en avez beaucoup plus. Ça veut dire que, enfin, il y a deux phénomènes. Il y a à la fois qu'il y a eu plus de pluie importante dans la période 1990 à 2015 par rapport à la période précédente, et en même temps, l'urbanisation du territoire, donc en l'occurrence de la commune de Saint-Christol, fait qu'il y a eu des inondations dans certains quartiers. Voilà, c'est à peu près la même chose ici, c'est simplement pour pointer les dégâts. Entre 50 et 82, il y a eu 5 années sur lesquelles il y a eu des dégâts sur cette commune, et entre 83 et 2015, qui sont donc 2 périodes aussi longues, il y en a eu 13, donc vous voyez la différence. Tu passes à la suivante. Les pluies maximales, donc elles se retrouvent alors vous avez un premier groupement en bleu clair qui correspond à la période 1950-1983, et la période qui suit, 84-2016, on voit en fait l'augmentation des précipitations, et ce qui est remarquable, c'est au mois de septembre, le nombre de jours de pluie qui dépasse un certain seuil, c'est véritablement les pluies d'automne que l'on connaît. Ici, c'est une illustration, c'est plus qu'une illustration, c'est véritablement la situation qui s'est passée le 8 et le 9 septembre 2002, donc il y a 20 ans, et on voit que le bassin d'Alès, il est, pour la partie sud d'Alès, en fait, on est véritablement à l'épicentre du phénomène pluvieux, alors que les semaines qui classiquement ont davantage de pluie sont en bleu ou en vert, mais ça veut dire que les précipitations ils sont plus faibles. Pour mémoire, il y a eu en 2002 donc les 3/4 du département qui ont eu des dégâts. Je me rappelle plus précisément le nombre de morts, mais c'était une quinzaine de morts, je crois. 22. D'accord, merci. Voilà. Alors, j'ai eu la chance de me trouver, j'étais enfermé en fait. Je suis allé voir, comme je suis un peu curieux, j'ai travaillé donc à la station de l'INRA de Saint-Christol. Si vous voyez, c'est à côté du lycée Jacques Prévert actuellement. Donc il y a une station météo qui est là depuis 70 ans, un peu plus de 70 ans maintenant. Et j'étais enfermé, c'est-à-dire que je suis rentré, parce qu'il était 6 h du matin, je voulais voir ce qui se passait. Je suis rentré, mais je n'ai pas pu sortir, c'est-à-dire que l'orage a bloqué les grilles. J'étais donc contraint de rester dans le parc. Et vous avez là, à gauche l'illustration de la précipitation, l'enregistrement des pluies. Alors en fait, il y a eu plusieurs vagues pluvieuses qui se sont traduites sur la figure de droite. La figure de droite représente les débits estimés par un modèle, et on voit qu'il y a eu 1, 2, 3, il y a eu 4 vagues. Et si on regarde bien les pluies, on voit qu'effectivement il y a eu 4 vagues pluvieuses, avec la dernière qui a été la plus intense, qui pointait entre 4 h et 6 h. Alors il y a un décalage de 2 heures, c'est les heures météo qui sont décalées. Voilà. Et là ici, un petit zoom sur ce qui s'est passé sur la commune de Saint-Christol. La fillette là, est en train de pointer le haut de l'échelle en bois, correspond au maximum d'eau qui est arrivé dans la maison de cette famille. Voilà, quelques vues, mais je pense que vous n'allez pas faire de concours d'horreur. Il y a eu suffisamment d'horribles choses
qui se sont produites, qu'on voit sur les différentes illustrations, les reproductions de Midi Libre, voilà. Donc la suivante, Bernard. Voilà, ça c'est à l'intérieur des maisons, Saint-Christol, 5 maisons qui ont été complètement ravagées. Donc je n'ai pas précisé que j'étais aussi président d'une association de défense des consommateurs et des usagers. Et à cette occasion-là, on a fait énormément de travail, on va dire, social, et aussi de vulgarisation, de mobilisation des gens, pour que les inondations ne soient pas quelque chose qui passe et puis qu'on oublie. C'est vraiment le but aussi de votre association. Alors dans le passé, est-ce qu'il y a eu aussi des phénomènes comme ça un petit peu extraordinaires? Qui passe la suivante. Et excusez-moi, l'eau attire l'eau. On a eu l'opportunité au niveau de notre association de travailler avec un historien local qui a débroussaillé la situation. En fait, ça correspondait à une commande de l'EPTB Gardon, le syndicat d'aménagement des eaux du Gardon, qui voulait savoir comment dans le passé on avait réglé les problèmes d'inondation et la politique de l'eau en général. Donc le travail a été fait sur 4 siècles en prenant 10 communes des Gardons. Et donc voilà, vous avez un grimoire à côté, donc tu peux tourner la page, Bernard. Donc quelques informations qu'on peut tirer de ça, c'est que dans l'ensemble, il y a une répartition tous les 50 ans, entre 1700 et 1950, entre 13 et 20 inondations par tous les 50 ans. Et il y a 13% de ces inondations pointées dans les documents, parce que ce n'étaient pas des documents tels qu'on les conçoit actuellement, mais des documents papier. C'était même pas les communes, hein, c'était les consuls qui faisaient appel aux autorités, pas de l'État, qui n'existaient pas encore, mais aux États généraux du Languedoc, donc les autorités religieuses, on était province du Languedoc, pour avoir des subsides parce que les communes étaient ravagées. Alors ce qui est c'est un détail, c'est simplement que dans l'esprit des gens, les inondations, les crues catastrophiques se reproduisaient à intervalles réguliers. En l'occurrence, on avait imaginé en 1823 que c'était sur une base de tous les 27 ans, il y avait une crue majeure qui provoquait des gros dégâts. Donc les gens étaient en train de pointer la précédente s'est produite à telle date, et calculer 27 ans après, on va la voir l'année prochaine. Voilà. Alors ici, c'est un résumé de ce qu'on a pu tirer, comment les crues majeures entre 1697 et 2002 ont pu se produire sur le Gardon d'Anduze, sur le tronçon, donc depuis la tête de bassin du Gardon jusqu'à Cardé, jusqu'à la confluence des deux Gardons. Il y a quelques points intéressants, c'est par exemple de noter que 1686, c'est 1697, l'inondation s'est produite un 17 août. C'est pas anodin de pointer ça, c'est qu'on a aussi des phénomènes extraordinaires qui peuvent se produire en dehors de la période classique des inondations. Et imaginons les campings d'Anduze un 17 août, ça aurait été vraiment catastrophique. Une des conclusions, c'est qu'après 2002, la préfecture a décidé de fermer les campings sur Anduze, mais probablement ailleurs, après le 1er septembre. Voilà. 1790, c'était juste, c'est pointé, c'est l'année qui suit la Révolution française. Ces archives, elles ont été comparées à celles qui sont officiellement reconnues par l'ex-DDE, et elles n'étaient pas identifiées, parce que, en fait, 1790, la ville, c'était une ville à l'époque qui avait 2000 habitants à Saint-André-de-Valborgne, a été complètement ravagée, et non seulement la ville, mais les routes, les moyens de communication, etc. Donc il a fallu faire appel aux moyens de la province. Suivante, s'il te plaît. Là, c'est juste très anecdotique, mais c'est l'identification de la première fois où on parle de gardonnade. Les anciens parlaient de gardonnade, mais la première fois où on retrouve ce texte, ce terme dans un document, c'est en 1834, et même chose, ça s'est produit un 22 août. Donc j'imagine la personne qui écrit ça, qui était à la fois historien, qui était probablement celui qui allait devenir le maire d'Alès, le baron d'Ombre-Furmas. Il y a une rue d'Ombre-Furmas. Il a fait de la météo lui et son fils pendant plus de 70 ans, ce qui est assez passionnant.
il remontait de Nîmes et il s'est trouvé bloqué à Boucoiran. Il voyait ce qui se passait et il a vu monter le Gardon à une vitesse phénoménale. Donc voilà, il a décrit ce phénomène. C'est ancien. Donc une gardonnade peut aussi arriver en plein été. Suivante. Là, sur cette figure, c'est simplement vous montrer, année après année, avec un petit trou. Là, il y a un trou, hein, vous voyez au milieu, là. Je ne vais pas le montrer, mais il y a un trou. Oui, c'est ça. Voilà. Qui correspond à un manque d'informations. Peut-être un jour on les retrouvera. C'était juste pour montrer qu'il y a des variations au niveau des précipitations. Il y a des années sèches, des périodes sèches, des périodes humides. Mais les années où on a les maximums au niveau de l'année correspondent aussi à des pluies extraordinaires qu'il y a eu ces années-là. Suivante, s'il te plaît. Là, c'est donc juste simplement pour montrer, quand on classe toutes ces données année après année, d'un point de vue statistique, vous voyez, grosso modo, elles s'alignent sur une droite, hein, et elles s'alignent à peu près toutes sur une droite, sauf celle qui est entourée en rouge, qui correspond à l'année 2002, donc qui sort vraiment de l'épure. Et ce modèle statistique permet de dire, statistiquement, on a une période de retour, c'est-à-dire en moyenne, d'un point de vue statistique, tous les 500 ans, la pluie maximale serait de 338 mm. C'est-à-dire qu'en fait, on est à peu près à la moitié des 635 mm mesurés à Saint-Christophe. Ça veut dire, si on reste sur ce modèle, que la pluie de 2002 serait au-delà d'une période de retour 500 ans. Mais ça ne veut pas dire, je précise bien ça, on l'a eu en 2002, rien n'interdisait qu'en 2003, on est plus fort. Hein, il ne faut pas se dire, ça s'est produit une fois, donc il faudra attendre 500 ans pour que la prochaine se produise. Ça veut dire l'importance d'un point de vue statistique. Suivante, s'il te plaît. Voilà, donc, alors, vite fait par rapport à la question, enfin vite fait, sur la question donc, liée au changement climatique, un des facteurs, c'est la température. Hein. La température de l'eau de mer vers le continent, c'est ce qui va expliquer les phénomènes qu'il y a eu ces temps-ci et qu'on peut avoir. Hein. On n'est pas encore en automne, on est encore en été. Ce qui peut arriver malheureusement. Et puis l'effet de la température sur le vivant, sur la végétation. Plus de température, ça veut dire plus d'évapotranspiration. Et puis les phénomènes de fonte de neige qui pourraient jouer sur des crues. On n'est pas dans les Alpes, mais sur des crues de pays de montagne. Alors, est-ce qu'il y a un changement climatique ou un dérèglement climatique? Sur la figure de haut qui représente les températures mesurées depuis 1947 à Saint-Christophe-les-Alès, par rapport à une moyenne qui correspondrait au zéro, j'ai pointé tout ce qui était au-dessus de cette moyenne, donc qui sont les bâtonnets qui sont en rouge, et en bleu ceux qui sont en dessous de la moyenne. Vous voyez que jusque grosso modo en 1980, à la louche, la plupart des années, les températures sont inférieures à cette moyenne. Pour les plus anciens, vous vous rappelez qu'il ne faisait pas si chaud que ça, et probablement même qu'à la date d'aujourd'hui, on était un peu plus vêtus qu'on est en ce moment. Et puis, depuis cette date, depuis 1980, vous voyez que tous les bâtonnets partent vers le haut. Donc là, il y a manifestement un changement de température. Hein, on est vraiment... Alors il y a des années qui sont plus froides, hein, les bâtonnets sont très faibles, et puis il y en a qui sont très forts. Et encore la figure là s'arrête, ça fait on part en 2015 ou 2016. Voilà. Tu peux pas ça. Alors simplement, oui, ça veut dire, excuse-moi, je suis là. Juste, donc depuis 1980, il y a un réchauffement qui est de 0,6 degrés. Alors ça paraît pas beaucoup comme ça. Mais c'est la valeur qu'on donnait, jusqu'à il y a peu de temps, pour le réchauffement sur un siècle, entre 1900 et 2000, au niveau de l'Hexagone. Donc on a eu ça au niveau, au niveau du bassin alésien, en 40 ans, 1980, mais ça fait 40 ans, hein, donc beaucoup plus chaud, et en particulier, beaucoup plus chaud au printemps. Vous devez le voir dans vos jardins, la végétation est plus vite. Au niveau des précipitations, les choses sont différentes. Là, la chronique est... oui, c'est ça. Donc depuis
depuis 1800 jusqu'à maintenant. Donc de la même façon, en prenant la moyenne des 220 valeurs, hein, ça donne une valeur qu'on ramène à 0. Ce qui est sous cette valeur, donc les années qui seront plus sèches, elles seront pointées en bleu, et les années qui sont au-dessus de cette moyenne sont pointées en rouge. Hein, vous voyez, sans dire que c'est l'anarchie, il y a quand même... on ne peut pas dire qu'il y a une tendance à partir d'une certaine date où ça se met à augmenter. Par contre, on a des phénomènes qui sont beaucoup plus cycliques. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, sur 10, 20 ou 30 ans, où on aura des périodes plus sèches et des périodes plus humides. Et le fameux baron d'ombre, Firmas, dont je parlais tout à l'heure, avait pointé ça dans un des écrits. On trouve ça, il dit, ben, on observe qu'il y a des périodes plus sèches et non des plus humides. Alors, point important, pas trop vite Bernard, parce que la pluie de 2002, hein, qui est maximale pour la chronique alésienne, on a la chance sur Alès, en combinant Alès et Saint-Christol, de faire une chronique de 200 ans, 220 ans de mesure. Et ça, je ne vais pas dire que c'est unique en France, mais c'est quand même extrêmement rare. On a cette chance d'avoir des informations sur une très longue période. Bon, vous voyez que 2002 explose complètement la figure, hein, 635 mm à Saint-Christol. Par rapport au record précédent, c'était en 2016, il y a un peu plus de 320 mm en 24 heures. Eh bien, attends, je voulais juste pointer, dans les années précédentes, on a eu beaucoup plus. On a eu 792 mm à Joyeuse, donc en Ardèche, en 1827. 840 mm dans les PO en 1940. Et encore, ça c'est la valeur officielle, mais il est probablement tombé plus d'1 mètre d'eau sur les cimes du Canigou. Voilà. Et puis 950 mm à Balrog, ça c'est quelque chose qu'on peut voir au niveau des illustrations aussi. On a la ville de Balrog qui est complètement ravagée. Là c'était vraiment un phénomène stationnaire, c'est-à-dire que les pluies sont restées sur Balrog et même en fait sur la cime, c'est-à-dire à l'Égoal, il a beaucoup moins plu. 950 mm à Balrog et un peu plus de 300 à l'Observatoire. Voilà. J'ai fait ressortir les diapos de 2014 puisque ça vous a concerné. J'ai bien vu que pour le Gravieux, ce qui vous a préoccupé c'est 2002, 2014, 2015. Voilà, donc 2014 est une année tout à fait anormale au sens où il y a eu 950 mm d'eau qui sont tombés durant l'automne. Il faut savoir qu'il tombe en gros 1 mètre d'eau, donc 1000 mm en année moyenne chez vous. Donc il est tombé autant d'eau durant les 3 mois de septembre à novembre. Et il y a eu 7 alertes oranges que j'ai pointées là. Vous avez ici en rouge la bande rouge qui prend, on voit bien qu'elle suit les Cévennes. Elle est à la base des Cévennes plutôt, et elle correspond aux épisodes du 17 au 20 septembre, que vous avez connus aussi malheureusement. Donc là, c'est un document qui émane du SMAGE, le PTB des Gardons, et qui représente pour cette année 2014 l'enveloppe des différents épisodes qu'il y a eu cette année-là. Ils ne sont pas toujours centrés au même endroit, mais il y a eu par exemple 17-18 octobre, 18 septembre, ce qu'on va voir chez vous, et ainsi de suite. Voilà, s'il te plaît. Alors, quelques conclusions par rapport au changement du règlement climatique. Les températures, l'évolution est tout à fait significative, puisque sur les 35 dernières années, on a réchauffé de plus de 1,8 degré sur le bassin alésien, ce qui est considérable, et 1,2 en montagne. Alors en montagne, ça a une incidence aussi, ça veut dire moins de température étant plus élevée, il y a moins de neige. La station de ski du Mas de la Barque, pour laquelle j'avais contribué quand j'habitais à Genola, qui est condamnée à terme, puisque les canons à neige qui n'existent plus, donc ne fonctionnent plus, donc la neige devient extrêmement rare en montagne. Les précipitations, il n'y a pas de tendance. Par contre, on commence à voir apparaître ce que j'ai appelé les sécheresses hivernales. C'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que c'est en hiver et au début du printemps que se constituent les réserves d'eau
pour les parties aval. Et l'insolation, c'est aussi une chose qui est remarquable, elle a augmenté de façon significative depuis les dernières années. On a beaucoup plus d'ensoleillement. Je n'ai pas les valeurs de 2022. Par ailleurs, je suis retraité depuis 2 ans, donc je n'ai plus vraiment accès aux informations, mais on est probablement l'année record, enfin à la date d'aujourd'hui, pour l'insolation. Alors, ça se traduit par ce qu'on appelle l'ETP, l'évapotranspiration, c'est-à-dire la capacité de l'eau à s'évaporer, elle est beaucoup plus forte. Ça veut dire qu'il y a moins d'eau qui reste pour tous les usages de l'homme, et puis les recharges, y compris des rivières, des nappes souterraines. Voilà, suivante, s'il vous plaît. Alors, l'impact des changements climatiques, il est sur les deux aspects extrêmes, sur les hautes eaux donc, qui provoquent les crues et les inondations, et sur les basses eaux, le cage et le sec. Et là, j'ai en préparation une conférence que je ferai à Saint-Christol sur entre sécheresse et inondation, on ne peut pas choisir. C'est simplement l'idée de dire que c'est pas parce qu'on a une année sèche qu'on n'aura pas d'inondation. Et on a même tendance à dire maintenant que c'est justement, on aura les deux en même temps, la même année. Parce que les mécanismes qui gèrent la circulation atmosphérique ont provoqué des pluies importantes, les températures sont très fortes en Méditerranée, etc. Suivante, Bernard. Donc là, on va passer rapidement, mais c'est juste pour dire que au niveau des... Là, c'est au Mont-Lozère, au niveau des inondations, les débits maximum, ben, on a eu le record ici, en montagne, c'est 1992. Ça vous parle, 1992? Oui, vous étiez tous nés, mais à part ça... Non, 1992, c'est Vaison-la-Romaine. Voilà. Les premières inondations catastrophiques dans notre région, c'est 1988, c'est nous, puis après c'est Vaison-la-Romaine. Pour la petite histoire, je travaillais au Mont-Lozère, donc j'étais au Mont-Lozère, j'accompagnais des chercheurs canadiens, on était dans un brouillard pas possible, et on entendait canonner en permanence, en fait c'était les orages qui étaient stationnaires et qui restaient dans la plaine alésienne, et quand je suis arrivé chez moi, mon quartier était complètement dévasté. Voilà, la suivante. Alors, sur les écoulements, les débits peuvent être très contrastés au cours de la même année. Le plus important, c'est de retenir ça, que 2014, on a eu un étiage, donc un niveau extrêmement bas dans la rivière. Au 15 mai, on était vraiment en situation exceptionnelle, c'est-à-dire que le département du Gard avait activé la cellule sécheresse. Et puis en même temps, on a eu ces crues très importantes qui se sont produites entre septembre et novembre et qui ont des périodes, on a dit de retour, qui statistiquement peuvent se reproduire entre une fois tous les 10 ans ou une fois tous les 100 ans durant tout l'automne. Donc là, vraiment l'idée à garder en tête, et c'est l'idée fondamentale. Le changement climatique, il va jouer sur l'exacerbation, le fait de renforcer les situations extrêmes, des sécheresses très particulières, enfin très longues, y compris les sécheresses hivernales, et puis des épisodes, donc on est sur 2 échelles de temps, parce que la sécheresse, elle va durer sur plusieurs mois, et puis la situation extrême, qui est chez nous ce qu'on appelle des crues éclairs, des crues flash, qui se produisent, enfin vous les connaissez tous malheureusement, vous les vivez aussi, voilà, et qui auront tendance à être plus fortes. Alors, tu peux passer, parce que j'ai rajouté, je vous ai mis, je pensais que vous étiez un bon public, d'ailleurs il n'y a pas de mouvement d'humeur, je vois le petit garçon, il regarde tranquillement, donc il n'y a pas de souci. C'était simplement pour vous dire que ce qui se passe chez nous d'une façon générale, on a une solidarité de bassin amont vers l'aval. Alors vous êtes un petit peu moins concernés pour vous, mais dans les Cévennes, on est très lié à ce qui se passe sur l'ensemble des Cévennes. Et en particulier, le défrichement qui s'est fait au fil du temps, à la fois qui était pour essayer d'augmenter quelques terres cultivables, et puis le surpâturage, qui a eu l'effet d'arracher complètement les sols. Et là, il y a un petit texte qui date de 1790, donc c'est juste au moment de la Révolution,
On y dit « Les défrichements faits sans précaution, sans prudence, ont entraîné la chute de terre. Il ne nous reste que des rochers à nu et des montagnes excoriées. » C'est donc c'était le point de vue c'était dans les doléances des habitants de Saint-André-de-Valborde, donc en tête du bassin des Gardons. Donc on a eu des crues importantes, disons pendant 3 siècles, et on avait aussi ce que les anciens appelaient la disette de l'eau, le fait de manquer d'eau. Alors après on a eu le reboisement depuis 1880 qui a eu l'avantage de fermer les milieux, de fixer les sols, créer un humus, et qui piège partiellement, qui lutte partiellement contre le ruissellement, partiellement. Voilà. Tu peux changer de nom. Bon, ça on va passer parce que c'est une redite, mais avec les données du Mont-Lozère. Alors, j'espère que le diapo est au bon endroit, oui. Donc j'ai retrouvé un travail qu'on a fait. On a travaillé pendant quelques années sur le karst. Le karst, ce sont les réseaux souterrains, les réseaux calcaires, qui sont sur la commune de Saint-Julien-les-Rosiers. La sortie, c'est, vous allez m'aider à souvenir ma mémoire des failles, le Carabiole, où on a une vue sur cette rivière souterraine qui arrive là, un bassin qui, quand le karst est saturé, qui va remplir le bassin de Carabiole, c'est très joli, et puis qui va se vidanger au fil du temps. Donc on a travaillé sur ce système-là, qui est un système karstique, en y installant des systèmes de mesure, donc dans les souterrains, dans le réseau souterrain, et puis aussi un pluviomètre qui est à la cime qui est au Robert. Vous voyez là tout en haut. Donc le Robert c'est intéressant parce que finalement on n'est pas si loin que ça de votre commune, hein. Saint-Julien et Saint-Martin sont contigus, sont jumelés. Hein. Voilà. Donc on a eu sur 2014, ce que je vous disais, là c'est les résultats des mesures à ce pluviomètre tout en haut. On a mesuré 946 mm entre le mois de septembre et la fin du mois de novembre. Et ça correspond donc à la normale, entre guillemets, la pluie qui tombe en moyenne sur la commune, c'est 1 mètre d'eau. Et cette année-là, on a eu 1,65 m. Là, vous avez, on va peut-être pas les détailler, mais vous avez la figure du bas correspond à 2 épisodes, donc à 2 gros orages qui se sont suivis, un le 17 et un le 19-20 septembre. Le premier donc a donné autour de 200 mm et le premier, et le deuxième jusqu'à 260 mm sur la cime de Saint-Julien. Suivante, s'il te plaît. Donc voilà ce qui s'est passé. Plus les carrés sont rouges, plus la quantité de pluie qui est tombée est forte. Voilà. Donc vous avez à l'est où vous situez, donc vous vous trouvez un peu plus haut, mais voilà. S'il te plaît, la suivante. Alors, on a eu aussi, ça c'est, je vous disais on avait Bernard aussi, 2 casquettes. On a aussi l'association de défense des usagers, qui s'appelle la CLCD. Et à ce titre-là, donc on a aidé une famille dont le logement a été complètement ravagé, donc sur la commune des Sables du Gardon, au niveau de la tour. Si vous situez. Donc à la tour, en bas, il y a ce qu'on appelle un ruisseau sec, c'est-à-dire une rivière qui ne coule pas. Elle coule en gros tous les 20 ans, quand il y a vraiment un excès d'eau. Et manque de chance pour ces gens-là, vous avez le ruisseau sur le côté, sur la photo plus haut. Il a débordé en donnant en 2014 1,80 m d'eau dans le logement. L'année suivante, 2 mètres. Avec des incidences très particulières et d'intérêt, j'allais dire, agglomération, c'est qu'il y avait chez ces gens, on le voit sur la figure du bas, il y avait une citerne de mazout qui s'est retournée, qui s'est vidangée, et juste en contrebas, on a le captage, qui va dire le captage de thunes. Donc les eaux qui intéressent, je pense, les gens d'ici. Hein. Voilà. Donc il y a eu un gros travail des services techniques de l'aglo pour décaper tout le mazout qui était encore contenu dans le terrain sur 30 cm pour
pas qu'il aille progressivement polluer la nappe. Ici, les diapos ne sont pas vraiment dans l'ordre, mais vous avez le réseau karstique, donc le sèche-bien les rosiers, avec les points donc, que nous suivons. Voilà, tu peux passer la diapo. Voilà, c'est plus pas rigolo, mais voilà comment ça se présente. Hein, ce sont des trous certains qui sont protégés. Hein, là, vous avez là-bas l'entrée, et puis vous avez donc ce réseau souterrain sur lequel on a fait des mesures. Et tu peux passer la suivante. Alors voilà les résultats de mesure, donc avec un système d'enregistrement qui mesure à la fois le niveau d'eau dans la cavité, dans la grotte, figure du haut. Donc l'eau est passée en gros de 0 mètre, elle est montée à 30 mètres d'eau, c'est-à-dire qu'on est monté au sommet, au toit des cavités. Et puis en bas, la figure qui nous a le plus intéressé, c'est celle des températures de l'eau. Normalement, dans une grotte, si vous voulez, vous avez une température qui est homogène. Là, en gros, 14 degrés. Il faut savoir que dans les grottes, les températures correspondent aux températures, la moyenne des températures extérieures. Ça veut dire qu'en gros, il fait 14 degrés ici. Et bien là, vous voyez que lors de cette première crue, qui a été le 17 ou 18 septembre, la poussée des eaux s'est accompagnée d'une chasse de température. On passe de 14 degrés à 18 degrés pour la première crue. Et la deuxième crue qui était encore plus forte, on va approcher, on dépasse légèrement 18 degrés. Et ensuite, sur les crues qui suivent au mois d'octobre, on n'a quasiment plus d'effet d'augmentation de température. Ce qui nous fait dire à nous qu'on pourrait utiliser ces variations de température comme système d'alerte. Et là, on est sur le bassin de Saint-Julien, ça veut dire que l'eau qui passe à Saint-Julien va passer chez vous à un moment donné. Il y aurait un moyen d'anticiper les débordements chez vous, ou du moins d'alerter les gens pour prendre des précautions, en exploitant ce signal. Il y a peu de choses techniques à faire, mais la technique, c'est parce que ce sont des grottes qui ne sont pas très profondes, ça serait simplement de percer de façon à ce qu'on puisse mettre un enregistreur émetteur vers l'extérieur et qui permette ensuite d'informer les services compétents. Suivante, là c'est donc le bassin de la Veine qui est aussi à côté du vôtre. Tu peux passer la suivante. Voilà. Donc ça c'est la Veine au niveau des établissements Capelle, situé, là on est en limite de débordement. On voit les variations de débit, on est passé à un débit très important sur cette période du mois de septembre-octobre 2014. Pardon. La suivante, Bernard. Voilà. La suivante, c'est juste pour montrer que on analyse, on étudie un système amont et un système aval qui sont distants d'une dizaine de kilomètres. Alors tu peux passer la suivante. Voilà ce que ça donne sur l'épisode toujours le même du mois de septembre 2014. Vous voyez la crue en tête de bassin, la figure du haut, et celle du bas, c'est la même crue, c'est-à-dire l'eau qui arrive 10 km à l'aval, amortie bien sûr, et avec le pic, et arrive 3 heures plus tard, quand même. Donc, de la même façon, l'idée de dire, là, il y aurait moyen d'alerter les populations, les services compétents, etc., en exploitant ce différentiel qui est entre l'amont et l'aval. On a 10 km, il y a 3 heures, et 3 heures, ça permet d'organiser les secours, voilà, tout ce qu'il faut faire. En 3 heures, on peut faire des choses. Donc, pour résumer, sur l'année 2014, été plurie, réserve non entamée, parce qu'on a largement constitué les stocks, ce qui n'est pas le cas de cette année. Là, on part avec rien du tout. Je regardais le Gravieux. Si quelqu'un peut faire une photo après qu'il pleuve, ça serait intéressant parce que le Gravieux a son contact avec le Gargon, il est sec de chez sec. Voilà. Donc en 2014, il y a eu saturation du système karstique. Les écoulements de surface ont été très importants, provoquant des dégâts considérables à l'aval, vous le savez mieux que moi. Voilà. Et les pistes pour le futur, raisonner les aménagements des bassins versants à l'échelle de la globalité, donc c'est pour le raisonner à l'échelle de l'agglo. Améliorer la compréhension des crues éclairs, les crues donc, qui arrivent, les crues d'automne,
en particulier dans certains secteurs, en considérant les masses d'eau karstique, donc utiliser ces informations potentielles qui sont au niveau des réseaux souterrains, améliorer l'alerte, mise en place de structures de protection, c'est fait, enfin je pense que c'est fait au niveau des communes. Il me semble qu'il y a des déficiences au niveau départemental, enfin si je parle sur la commune que je connais, il y a encore un manque à ce niveau-là. Développer la culture du risque, on est en plein dedans. Et nécessité de jouer la solidarité amont-aval à l'échelle du bassin versant. Voilà, je pense que c'est la fin. Oui, c'était juste pour présenter le bassin versant du Gravieux. Vous le connaissez, vous, dans la partie basse. En fait, il a quand même l'essentiel de son territoire, j'avais calculé, 60% du bassin du Gravieux est boisé, en fait. 60% total. Et il y a une partie souterraine qui est importante et qui, encore une fois, qui mériterait d'être étudiée de près, mais pas simplement pour les études, mais pour améliorer l'alerte. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire. On va vous arriver dans une situation très compliquée parce que la densification, l'urbanisation fait que tout le bassin est urbanisé. Donc là, et avec une urbanisation ancienne, avec des erreurs du passé, il faut bien l'appeler un chat, quand on trouve une chenalisation qui va être plus serrée à l'aval qu'à l'amont, inévitablement, ça provoque des problèmes. Et là, je pense que c'est... Ouais, après ces des diapos que j'ai vu en plus, tu peux arrêter. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-François. Bien sûr, si des questions vous viennent, n'hésitez pas à les poser. C'est une journée de culture du risque. Vous avez tout compris? Alors, je profite de ce petit silence pour indiquer qu'il y a une maquette derrière vous, et cette maquette est destinée initialement aux enfants des écoles, mais les adultes peuvent aussi en tirer un grand profit. Si on aménage ce bassin versant qui est sur la maquette, et qu'ensuite on fait couler l'eau de la rivière, on s'apercevra que certains aménagements ne sont pas très heureux. Donc, si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à voir cette maquette. Voilà, le but c'est d'échanger avec monsieur. Je vous passe le micro. Oui, merci. En fait, j'avais une question. Ah oui, je cherchais le conférencier. Est-ce que quelque part il y a des études sur la corrélation entre les décisions d'aménagement des cours d'eau et les travaux qui ont été faits ces dernières années, mettons depuis ces 25 dernières années, et leur effet sur les crues et les inondations? Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des documents ou des études à ce sujet? Merci. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, parce que j'étais moi sur le versant, enfin je suis sur le versant, j'allais dire, recherche. Mais il y a un organisme qui est tout à fait remarquable, qui existe, on a la chance d'avoir, on le connaît plus sous le nom de SMAGE Gardon, le PTP Gardon, qui est véritablement l'organisme qui gère au mieux la situation et qui fait l'interface entre ce que j'appellerais la demande sociale et la réalité du terrain. Donc vous êtes dans la demande sociale, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être inondé, c'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'aménagement? Je crois que le SMAGE travaille là-dessus, avec ses limites aussi, parce que souvent, le problème limitant, le facteur limitant, c'est l'argent. Et on voit très bien que dans votre territoire, c'est pas, on se regarde, Saint-Julien est parti, mais je ne pense pas que ce soit vraiment sur Saint-Julien qu'il y ait des soucis. C'est vers les parties aval. Et les parties aval, comme je disais sur la diapo précédente, votre territoire il est complètement urbanisé. Alors, c'est difficile. Ce qu'on préconise dans les endroits qui sont urbanisés, c'est d'avoir des bassins de rétention dans la mesure du possible
sur les réalisations récentes, c'est d'avoir des bassins de rétention qui soient au niveau de la propriété privée. La règle, je crois, mais on peut me corriger, je crois que c'est retenir. C'est être en mesure de retenir 200 mm d'eau, c'est-à-dire que l'eau qui va tomber sur une propriété reste, enfin du moins son écoulement soit différé vers la vallée. Si on fait ça dans un certain nombre d'endroits, le maximum d'endroits, automatiquement on va limiter l'eau qui va arriver vers la partie basse. Voilà, je ne sais pas si tu peux répondre sur la question de là. Je ne répondrai pas à la question précédemment, je veux juste apporter une nuance. L'expression bassin de rétention peut avoir deux significations. Et il faut parler de bassin de compensation dans un cas et bassin de rétention dans l'autre. Quand on construit une maison, on remplace un sol qui pouvait absorber un peu d'eau par un toit qui lui est totalement imperméable. Donc on accepte une construction qui va dans le mauvais sens pour l'hydraulique et donc on demande au constructeur de compenser ce défaut par un bassin. Donc c'est un bassin de compensation et c'est les chiffres que tu donnais. Et il existe aussi les bassins de rétention qui eux sont des ouvrages beaucoup plus grands et qui ont pour but de retenir de l'eau en cas de crue. Donc ce sont d'autres ouvrages, ce sont les collectivités en général qui les créent et c'est déjà autre chose. C'était juste la petite nuance que je voulais apporter. Je crois qu'il y avait une autre question par ici. Une question un peu pratique. On regarde les constatations que vous avez faites sur les variations de température au niveau des classes qui peut être un indice de montée des crues, etc. Est-ce que le PTB des Gardons a mené récemment des études sur l'ensemble du Gardon, aval et amont par rapport à l'Est, sur effectivement la situation sur les karstes, sur l'état des karstes. Est-ce que vos constatations ont été prises en compte par ces études? C'est une question un peu ouverte, je ne sais pas. Vous avez été contacté? Oui, alors des contacts, oui, j'en ai même des très étroits puisque je participe à l'EPTB Gardon. Je nous représente en tant que consommateur dans la commission locale de l'eau qui est une émanation de l'EPTB Gardon. Ça, c'est une chose. Pour vous répondre, le PTB, lui, est intéressé, comme les collectivités territoriales, par ses ressources, sa réserve en eau, qui pour l'instant sont vierges, qui ne sont pas utilisées, et qui commencent à intéresser, on va dire, l'agglo, pour faire court, en prévision de l'augmentation des populations à venir. C'est-à-dire qu'on devrait taper dans les réserves du Karst pour l'alimentation en eau potable. Ça, c'est le point qui intéresse actuellement. Le PTB, par contre, au niveau de ses agents, les techniciens et la direction, on est on peut dire même amis, si vous voulez, connaissent nos travaux. Le problème, c'est qu'il faut arriver à faire passer le message, ce que je viens de faire auprès de vous, je profitais de ce qu'il y a aussi quelques élus dans la salle, qui sont aussi, qui siègent à l'EPTB Gardon, pour dire, voilà, il y a peut-être des pistes. Ça ne résoudra pas tout, mais personnellement, je pense que l'alerte, c'est déjà un point essentiel. C'est-à-dire que si les familles qui sont en situation d'être inondées pouvaient avoir un moyen d'anticiper le phénomène et pouvoir prendre des précautions, c'est-à-dire, j'habitais un quartier qui était inondable. Moi, ce qu'on a fait, on avait 20 minutes, on a gagné pour notre système, 20 minutes pour mettre les gens en capacité de sortir leur voiture des points bas du quartier, éventuellement de remonter les frigos, s'ils n'avaient pas fait, les choses qu'ils ont dans les garages, parce que les garages sont souvent plus bas que les maisons. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est des choses à faire évoluer, profiter de ces outils, mais ces pistes, ces pistes qui seraient de l'intérêt de tout le monde. Je pense que financièrement, l'enjeu n'est pas énorme. Ça, c'est simplement de percer un trou dans le Karst de façon à faire sortir une antenne, qui permette ensuite de réémettre
vers plusieurs destinataires et pouvoir dire, ben voilà, là par exemple, on est tout à fait dans le cas de figure. Actuellement, il ne s'est rien passé chez nous. On n'a pas eu l'ombre d'un épisode sénol. Mais ça veut dire que le karst, actuellement, il est très bas, mais en même temps, la chaleur qui est dans le karst, puisqu'il n'y a pas d'eau, si vous voulez, la cavité est plus chaude que ce qu'elle est d'habitude. Donc quand il va y avoir un épisode, ça va remonter comme sur la figure, hein, et là, ça vous dira, bah, paf, on est passé à 14 degrés, on est passé à 17, 18 ou 19 si on est encore plus chaud. Il y a entre parenthèses, il y a une chose aussi, c'est un petit peu en marche que je vous dis, mais ça pourrait aussi être étudié, c'est le phénomène. Dans les grottes, on a des émanations de gaz carbonique. Eh bien, les gens qui descendent dans les grottes, maintenant commencent à faire attention, y compris dans les grottes de Saint-Julien, qui ne sont pas très profondes, parce que le taux de CO2, de gaz carbonique, est largement supérieur à ce qu'il était autrefois, avec le risque de s'asphyxier en fait. Là, il y a un gouffre qui suit, qui est à 80 mètres de profondeur. Autant vous dire que le niveau du CO2, il est vachement fort. Donc, je réponds directement à votre question, mais je pense qu'il faut effectivement dire qu'il y a peut-être des moyens, en tout cas pour l'alerte, pour la vigilance et l'alerte, d'informer les services, mais l'idée, ça serait que ça passe des services à tout un chacun. J'ai remarqué, on a fait avec Bernard une conférence, je fais un petit parallèle, sur l'état de sécheresse. On l'a fait à Malon. Malon, vous vous situez, c'est au bout de... c'est à la limite du Gard et l'Ardèche. C'est une commune où il y a moins de 100 habitants. Toutes les personnes sont destinataires du bulletin de vigilance en termes de sécheresse. Moi, je souhaiterais que dans la commune où j'habite, où il y a 7500 habitants, on ait la même chose, et on a les moyens de le faire. Donc voilà, il me semble qu'il faut développer l'information aux particuliers, c'est déjà une première chose. Après, on va passer au niveau de la défense, ben, ça sera, on en parlait tout à l'heure, si on ne peut pas raser, on ne va pas raser tout l'habitat du sud du bassin du Gravier, mais la question a peut-être déjà été réfléchie, c'est celle de bassin de détention, comme disait Bernard, dans les parties amont, pour stocker une partie de l'eau qui va être différée. Voilà. Après, moi, je ne suis pas ni politique, ni décideur, mais voilà, les idées que je peux suggérer. Là, c'est une sorte de pouvoir et contre-pouvoir. C'est le pouvoir des élus, enfin, certains élus qui ne vont pas faire ce qu'il faut faire. C'est pas les petits maires qui font les plus grosses bêtises, voilà, c'est dit. Et en même temps, c'est, excusez-moi l'expression aussi, c'est le pouvoir est aux citoyens. Donc ce que vous faites aujourd'hui, l'association des sinistrés du Gravieux, l'association que je représente, qui est une association nationale, je refais un tout petit peu de pub pour la CLCB, on est complètement là-dedans, c'est-à-dire que c'est aussi aux citoyens d'agir et de serrer les coudes. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, hein, mais c'est vrai qu'il y a des dysfonctionnements, et ça, malheureusement, j'allais dire que, pour élargir un petit peu, le midi de la France, on est assez fort à ce niveau-là, de savoir contourner les lois. Voilà. Excusez-moi, je vais être obligé de partir, d'abord parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir, et j'encourage, je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est un jeune homme qui va faire une belle intervention. Merci donc Jean-François. Cet ancien hydrologue, la température de l'eau dans les grottes, nombreuses dans la région, serait un indicateur à exploiter pour anticiper les inondations quelques heures à l'avance. On ne peut pas lutter forcément contre les inondations, mais par contre, d'alerter au maximum les gens sur les phénomènes qui sont en train de se mettre en place, c'est le plus important. Et là où on peut gagner du temps, ben, il faut le faire. Et encore une fois, les moyens à mettre en jeu sont peu élevés par rapport à construire des digues ou raser des maisons.